Que veut dire apporter de la valeur sur un contenu? C'est certainement le conseil le plus donné et le plus rabâché sur Internet, mais personne ne sait définir exactement ce que veut dire valeur. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter des explications. Cette vidéo, elle va vous être utile dans deux situations. Déjà pour votre communication à vous en tant que freelance pour aller attirer et plaire à votre cible, et dans le but d'accompagner vos clients avec vos prestations pour que eux-mêmes touchent leur cible grâce à ce que vous mettez en place. Comme absolument tous les contenus que je crée, cette vidéo, elle est centrée et elle s'adresse surtout aux freelances en écriture, donc copywriter, rédacteur, ghostwriter. Donc ce que je vais vous transmettre, ça va être centré sur ces exemples-là. C'est parti. Le premier point à comprendre, c'est que tout part de votre cible. Peu importe le business que vous créez, que vous soyez freelance ou pas, l'élément fondamental de votre équation business, c'est de résoudre un problème avec une solution pour une cible. Résoudre un problème avec une solution pour une cible. Cette équation, elle paraît simple et évidente, mais dans la réalité, je vois que ce n'est pas toujours le cas et il y a beaucoup de confusion par rapport à chaque terme qu'on peut prendre individuellement, mais celui qui pose souvent le plus de problèmes, c'est la question de la cible. Et donc toi qui regardes cette vidéo, je te pose immédiatement cette question. Est-ce que tu sais qui est ta cible? Est-ce que tu sais qui est ton persona? Et est-ce que tu es capable de définir, de décrire précisément sa situation, ses enjeux? Attention, je ne parle pas de critères démographiques qui finalement ne servent pas à grand-chose. Je parle de faire preuve d'une empathie profonde pour comprendre le quotidien de sa cible, pour comprendre ses objectifs, pour comprendre ce qu'elle doit faire. Évidemment, au regard de ce que toi, tu proposes en termes de prestations. Donc, dans le cas de prestations en copywriting, en marketing, la question c'est est-ce que tu comprends réellement les enjeux marketing du type de business que tu veux aider, du type de business que tu veux cibler? Si tu as un positionnement, ce que je te recommande fortement, si ce n'est pas le cas, je te mets une vidéo en description qui va t'aider. Est-ce que tu comprends les enjeux marketing des entreprises dans ton positionnement, des enjeux du secteur? Est-ce que tu comprends les objectifs des personnes à qui tu vas essayer de vendre tes services? Toutes ces questions, elles sont absolument fondamentales et plus tu as une vision claire, précise de ça, et plus tout le reste sera facile et plus tu pourras créer des contenus de valeur. Et moi, je le vois, la majorité des problèmes des freelances avec qui je discute découlent d'une absence fondamentale de compréhension profonde de qui est leur cible et de quels sont leurs enjeux. Et dans cette question, il y a plein de nuances de gris. Il y a des gens qui ont une vague idée de qui est leur cible. Il y a des gens qui n'osent pas réfléchir à la question de leur cible parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'en ont aucune idée. Bref, il y a plein de cas potentiels. À toi de voir où t'en es. Quoi qu'il en soit, ne néglige pas cette question de la cible. Si tu sens que tu es hésitant sur le sujet, je t'invite à vite le résoudre car tout le reste, ce que je vais expliquer, repose là-dessus. Pour t'aider, donc je te recommande la vidéo sur le positionnement, comme je te disais, qui va être super importante. Et vraiment, si toi, tu n'arrives pas à décider, si tu te dis « Ah, j'ai 2 cibles, 3 cibles qui me semblent intéressantes », fais un choix et mets-toi en mouvement. Accepte que tu n'as pas forcément toutes les réponses tout de suite en te lançant. Ce ne sera pas forcément le meilleur choix. Par contre, ça a le mérite d'être un choix. Et ce choix va te permettre de te lancer, d'apprendre, d'essayer les choses et d'ensuite de faire évoluer ta décision. Ici, la pire décision, c'est justement de ne pas faire de choix et de rester sur un entre-deux. Ensuite, une fois que tu as de la clarté sur ta cible, l'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi est-ce qu'un client va acheter tes services, va acheter vos services. L'autre point important. Écoutez-moi bien ici parce que c'est très important et c'est souvent un point qui est mal compris. Pour comprendre ce point, essayez de penser à quoi vous réfléchissez quand vous ouvrez LinkedIn, par exemple. J'imagine que quand vous ouvrez LinkedIn le matin, vous ne vous dites pas « Ah tiens, ce matin, j'aimerais lire un post de quelqu'un qui va me vendre ses services. Ce matin, j'ai envie de voir plein de pitchs de vente de gens qui vont essayer de me vendre leur cam. » Évidemment que non. Vous allez plutôt vous dire « Bah tiens, ce matin, j'aimerais bien lire quelque chose d'utile ou d'intéressant pour m'améliorer ou pour m'aider à mieux faire mon job. » Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord parce que tout le reste du raisonnement va tenir sur ce premier point. Et ça, c'est exactement la même chose pour votre cible. Votre cible, quand elle va sur LinkedIn, elle ne se dit pas « Ah tiens, ce matin, j'aimerais acheter une prestation ». Non, elle se dit « Tiens, j'aimerais lire quelque chose d'intéressant, d'utile pour m'aider à atteindre mes objectifs ». Et donc, si on se met concrètement à sa place, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mon LinkedIn, je scrolle et peut-être que je vais passer 5 minutes à balayer des posts. Peut-être que c'est sur mon ordinateur ou alors c'est dans le métro. Voilà, il y a différentes situations.
Sur ces 5 minutes, je vais peut-être lire 2, 3, 4 posts que je vais trouver intéressants. Ces posts-là, peut-être que je vais les liker, peut-être qu'ils vont me donner envie d'aller suivre ou de me connecter avec le créateur qui les a publiés. Et c'est tout. Et c'est tout. Je ne vais rien faire de plus aujourd'hui, je vais quitter l'application. Et ce processus, il va se passer à peu près tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Quelquefois, je prends mon téléphone, j'ouvre, je scrolle, ah bah tiens, je like, c'est intéressant, etc., etc. Avec la petite différence que si cette personne, elle a vu votre post, elle l'a trouvé intéressant et qu'elle vous a suivi, elle va voir davantage de vos posts dans les prochains jours. Mais là, on n'est pas encore du tout au stade de l'achat. On est au stade de la découverte, de la considération. Et c'est seulement ensuite, à un moment, peut-être au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, quand cette personne, elle jugera que c'est le bon moment, au bout peut-être de quelques dizaines de contenus de votre part qu'elle a consommé, qu'elle va potentiellement passer à l'action et vous contacter. Il y a une corrélation directe entre le temps que passe une personne à consommer votre contenu avec sa propension à vous contacter pour ensuite acheter vos services. Cette phrase, elle est très importante. Plus quelqu'un passe de temps à consommer ce que vous faites, plus il y a de chances qu'il vous contacte ensuite derrière. Et évidemment, c'est logique, c'est pareil pour tout le monde et c'est pareil sur tous les réseaux, toutes les plateformes. Et donc l'enjeu pour vous, c'est d'être régulier pour vous inscrire dans la durée, de vous imposer comme un prestataire potentiel, fiable et sérieux, de vous imposer comme une solution crédible à un problème spécifique que cette personne rencontre. Et comment est-ce qu'on fait ça? En étant utile, pertinent, intéressant dans ses contenus, la fameuse valeur, apporter de la valeur. Je le définis dans 30 secondes avec ce que moi j'appelle l'équation de la valeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et j'insiste dessus, personne ne vient sur un réseau social pour lire des posts de vente. Et donc c'est normal que tous les posts de vente, ils marchent jamais. Et c'est très rare que quelqu'un va acheter un produit ou un service juste après avoir lu un post une fois. Ça n'existe pas en fait. La vente, c'est la conséquence de la relation que vous allez bâtir avec votre audience et les gens qui vous suivent. Une fois qu'on comprend ça, on peut arriver sur ce que moi j'appelle l'équation de la valeur. Avant de vous la partager, je me présente rapidement, je m'appelle Valentin Decker et j'aide les freelances en écriture, donc des rédacteurs, des copywriters, des ghostwriters, à stabiliser une activité rentable. Pour ça, j'ai créé un programme qui s'appelle l'accélérateur freelance. C'est un programme sur 3 mois, c'est un bootcamp intensif en direct. Je prends que des petits groupes et on travaille sur leurs compétences d'écriture et leurs compétences business. Si jamais tu veux creuser et découvrir un peu plus mon approche, je te mets en description une masterclass dans laquelle je présente les 3 piliers, ce que j'appelle le triangle d'or des freelances à succès. Et je réponds notamment à la question que tout le monde se pose, à savoir pourquoi est-ce que certains freelances gagnent tout juste le SMIC avec leur activité alors que d'autres dépassent le plafond de la micro-entreprise. Une fois cela dit, retournons donc à notre équation de la valeur. Mon équation de la valeur, elle se présente ainsi. Régularité fois utilité fois spécificité. Okay, il y a 3 ingrédients, on va les prendre un par un. Commençons par le plus évident, la régularité. Je crois que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est assez explicite. Je rajoute toutefois une nuance importante. Je pense d'ailleurs même que parler de régularité, c'est presque trompeur, car ça donne l'impression qu'il y a une ligne d'arrivée. Il faut être régulier jusqu'à ce que. Il faut être régulier tant que. Mais pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune ligne d'arrivée. C'est un travail sans fin. C'est un job d'aller créer du contenu pour aller attirer des clients. C'est une identité que vous devez incarner et qui fait partie des missions que vous devez faire pour réussir votre activité. Si vous choisissez cette route. Et moi, ce que je recommande pour arriver à déclencher ce côté identitaire sur la création de contenu, c'est ne pas se demander si on a envie. Ne pas se poser la question, tiens, ce matin, est-ce que j'ai envie de publier du contenu? Non, juste se dire, je publie tous les jours, toutes les semaines. Voilà, le rythme à vous de définir, tous les jours, ce n'est pas obligatoire. Mais je publie toutes les semaines parce que c'est ce qui est requis de ma part pour que mon activité fonctionne. Et parce que c'est qui je suis, ça fait partie de mon identité. Donc premier ingrédient, la régularité. Ingrédient numéro 2, la spécificité. Là encore, ça part de la compréhension de votre cible. Je sais que quand on crée du contenu, on a naturellement envie de parler à tout le monde et de vouloir toucher un maximum de monde et donc d'être le plus large possible dans son traitement. Sauf que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Plus votre contenu est centré, plus il s'adresse à une situation spécifique, un enjeu particulier, une problématique, et plus c'est facile d'être pertinent, logique, plus c'est précis et plus on peut être pertinent, et plus vous sortez du lot de toutes les autres personnes qui parlent du même sujet que vous. Prenons un exemple très simple pour comprendre. Je peux faire un post, 3 conseils pour optimiser ton profil LinkedIn. Ça a l'air
d'être une bonne idée, sauf que c'est trop large, c'est trop vague, c'est trop flou, on ne sait pas à qui s'adresse, on ne sait pas dans quelle situation les conseils sont pertinents, bref, on a du mal à accrocher et il y a déjà 1 million de personnes qui créent déjà ce type de post et donc on est noyé. Vous pouvez par exemple le reformuler en disant 3 conseils pour optimiser ton profil LinkedIn pour retrouver un emploi après 2 ans d'inactivité. Là d'un coup c'est hyper spécifique, c'est hyper précis. Et donc, je vais non seulement, et ce qui est intéressant, c'est que je vais non seulement intéresser les personnes qui sont précisément dans cette situation, et si c'est ma cible, bingo, c'est pile ce que je veux, et au passage, je vais intéresser les gens qui sont dans des situations périphériques. Bah tiens, je suis en reconversion, je viens de perdre mon emploi, comment est-ce que je me représente? C'est ça qui est intéressant. 3e exemple, 3 conseils pour optimiser ton profil LinkedIn en tant que CEO d'une entreprise de la santé. Et donc, si moi je suis ghostwriter LinkedIn, et que je veux attirer des acteurs de la santé, c'est exactement ce que je dois faire. L'ingrédient de la spécificité, de la précision, il est absolument clé et c'est souvent ce que je vois qui manque dans les posts LinkedIn. Souvent, c'est des posts trop vagues, trop généraux et donc du coup, on a du mal à rentrer dedans. Plus c'est spécifique et donc plus c'est différenciant, plus c'est pertinent et plus c'est intéressant pour la cible. Okay ? Et encore une fois, on comprend pourquoi j'insiste sur l'importance de la connaissance de la cible. Venons-en maintenant au dernier point qui est l'utilité. Comment est-ce qu'on détermine ce qui est utile? Alors si on prend la définition exacte de l'utilité, je me la suis notée, c'est utile signifie dont l'usage, dont l'emploi satisfait un besoin ou est avantageux. Okay, donc soit ce qui est utile, c'est ce qui satisfait un besoin ou c'est ce qui va apporter un avantage à la personne qui reçoit ce qu'on lui transmet. Dans ce contexte, dans le contexte de création de contenu, utile pour moi, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire intéressant. Ah tiens, ce contenu, ok, m'a donné une idée. Ça peut être inspirant. Ça peut être actionnable. Je sais quoi faire concrètement. Ça peut être motivant. Ça peut être source d'apprentissage. Et de manière globale, ça va aider la personne, le lecteur, à mieux faire son job, à atteindre ses objectifs. Et ici encore, j'insiste sur la cible. On comprend que pour être utile, il faut d'abord savoir à qui on veut être utile. Il faut d'abord savoir sur quelle problématique on veut apporter de l'utilité. Dans quelle situation? Et là encore, plus c'est spécifique, mieux c'est. Et donc encore une fois, tant que tu n'as pas une idée claire de qui est la cible, c'est impossible d'être utile. Donc maintenant, la question devient, comment est-ce que je sais ce qui va être utile, intéressant? Comment est-ce que je trouve des idées de posts, de contenu qui vont être utiles? Pour ça, je vous présente un framework qui est très connu en innovation qui s'appelle le framework Jobs to be Done. L'idée, c'est de se mettre à la place de votre cible pour aller comprendre sa situation, comprendre ce qu'elle doit faire au quotidien et, in fine, identifier des posts LinkedIn et des idées de contenu concrètes qui vont pouvoir répondre à ça et se présenter comme quelqu'un d'utile, pertinent. La fameuse valeur. Donc, prenons un cas concret, encore une fois, je vends des services de ghostwriting et donc ma cible, quand je fais du ghostwriting, c'est un directeur marketing. On va imaginer que c'est un directeur marketing d'une startup de logiciels SaaS en croissance. Il n'a pas d'équipe marketing à sa disposition. Évidemment, je pourrais creuser 1000 fois. Le but, c'est que je pourrais écrire 2 pages sur ce personnel-là. D'ailleurs, il faudrait être capable de le faire. Mais là, pour l'exemple, je fais simple pour vous montrer la logique. Donc, directeur marketing, parce que c'est soit le CMO, soit le CEO qui va payer vos prestations. Là, on imagine qu'il y a un CEO et que lui, il a juste quelqu'un qui chapeaute son marketing, mais pas d'équipe en plus. Si on se met à la place du CMO, directeur marketing, Chief Marketing Officer, déjà juste en une ligne, son job, c'est définir, prioriser et exécuter une stratégie marketing pour l'entreprise dans le but de générer des prospects qualifiés rapidement, donc tout en posant des fondations solides pour une croissance durable. Pour moi, quand je dis en croissance, ça veut dire qu'il y a un enjeu d'aller générer rapidement des prospects et qu'il y a des choses qui marchent rapidement. Et dans le même temps, il y a un enjeu de croissance durable, long terme et résiliente. Et donc, bon, là encore une fois, je pourrais creuser 1000 fois cette petite description qui est vraiment très courte, mais c'est pour bien poser le cadre de quoi on s'adresse. Donc, le framework Jobs to be Done,
je l'ai un peu adapté à la stratégie de contenu. Il y a globalement trois étapes une fois qu'on a cette cible en tête. Étape numéro 1, c'est je vais commencer par lister les grandes catégories de problématiques que rencontre mon prospect. Là, je suis centré à 100% sur mon prospect. Évidemment, c'est au regard de ce que je propose. Hein. On ne parle pas de sa vie perso, on parle de marketing. Là. Mais là, je ne me demande pas ce que moi j'ai envie de faire. Je me demande, ok, quelles sont toutes les questions, toutes les grandes catégories de questions que va avoir mon prospect dans son quotidien pour faire son job. Donc là, je me suis amusé à la lister. Pour moi, quand tu es CMO d'une startup en croissance, tu as un premier enjeu de stratégie, de priorisation. Qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre? Voilà, définir le cap. Il y a une dimension objectif, aller se fixer des targets pour ensuite pouvoir piloter ce qui est mis en place. Il y a une question de budget, selon moi. Comment est-ce que je gère au mieux le budget qui est à ma disposition? Il y a une question de production, d'exécution. Une fois que j'ai défini la stratégie, aller la mettre en place concrètement, qui j'utilise, qui je sollicite, comment je fais, comment ça marche au quotidien concrètement. Il y a un enjeu, je pense, de communication interne. Donc le CMO doit bien faire adhérer le reste des équipes ou au moins le CEO à sa stratégie, à sa vision. Donc comment est-ce que je m'assure d'avoir tout le monde dans l'équipe, qui me suit. Il y a un enjeu de suivi des performances et un enjeu également peut-être de compréhension sectorielle. Donc le CMO, il se dit aussi, tiens, en plus de tout ça, je dois l'adapter aux problématiques propres de mon secteur. Là encore, comment est-ce que je sais tout ça? En allant leur parler, en partant à leur rencontre et en ayant une bonne compréhension de la cible. Okay, évidemment, j'insiste sur la cible. Ça, c'est l'étape numéro 1. Okay, étape numéro 2. Une fois que j'ai les grandes catégories, je vais aller essayer, en me mettant à sa place du CMO, de lister toutes les problématiques spécifiques associées à chaque catégorie. Donc chaque catégorie, je vais creuser un niveau de profondeur en plus pour essayer de me demander, ok, qu'est-ce qui peut avoir comme enjeu par rapport à ça? Donc là, je me suis amusé, j'ai creusé un peu le sillon sur la dimension stratégie et priorisation. J'ai identifié, par exemple, plusieurs grands items de questionnement que cette cible va avoir. Il y a un sujet de choix des bons canaux marketing. Quel canal est-ce que je vais utiliser et pourquoi oui, pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-ci, qu'est-ce qui est pertinent? Bref, il y a plein de questions là-dessus. Comment est-ce que je peux tester un canal avant d'investir dessus? Donc là, vous voyez, c'est toutes des problématiques liées à des enjeux de stratégie et de priorisation. Comment est-ce que je priorise mes canaux? Donc si par exemple j'en identifie 3, comment je sais par lequel je commence? Donc tout ce qui est séquençage. Comment est-ce que j'arbitre court terme, long terme? Super intéressant. Toute la dimension veille concurrentielle. Donc comment est-ce que je vais voir ce que font les autres? Est-ce que je dois voir ce que font les autres? À quel point ça doit influencer mon raisonnement? Vous voyez qu'il y a plein de questions aussi là-dedans. Comment est-ce que mes choix de priorisation vont s'intégrer dans le cycle de vente de mon produit? Donc moi qui vends un logiciel SaaS, j'imagine que je vais avoir des commerciaux qui vont vendre mon produit. Donc comment est-ce que mes choix marketing vont aider mes commerciaux? Ça, c'est typiquement une question, ou en tout cas vont nourrir mes commerciaux. C'est typiquement les questions qui se posent. Et ensuite, par exemple, comment est-ce que je définis un plan marketing qui me semble cohérent? Bon, vous voyez, là encore, on pourrait creuser à bien des égards. Là encore, à ce moment-là, je ne me demande pas ce que moi je peux faire. Je me demande juste quels sont les enjeux de ma cible. Je me mets vraiment à sa place. C'est un travail d'empathie. On n'en parle pas assez, mais pour moi, la création de contenu, c'est un travail d'empathie. Ok. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir lister des idées concrètes de contenu. Là, j'imagine des posts LinkedIn, mais ça peut être la même chose pour des newsletters, des posts Insta, des vidéos YouTube, des articles de blog. Et là, je vais me dire, sur chaque item, par exemple celui-ci, moi j'ai choisi celui-ci, choix des bons canaux, je vais me demander quelles idées concrètes de posts je pourrais faire dans le but d'être utile, d'apporter de la valeur sur la question du choix des canaux. Okay? Parce que je sais que si je publie des choses utiles, intéressantes, pertinentes là-dessus,
ça va aider mon prospect puisque c'est dans ses problématiques. C'est vraiment ça la logique qu'il faut avoir en tête. Donc là, le but, c'est d'aller adapter les idées de contenu et de les adapter spécifiquement à la plateforme sur laquelle vous allez les publier. Donc là, par exemple, sur LinkedIn, j'ai imaginé ces types de posts. Voici une checklist pour valider la pertinence d'une stratégie de ghostwriting LinkedIn. Donc là, moi, je vais me centrer sur le ghostwriting parce que c'est ce que je vends. On imagine que c'est ce que je vends. Pourquoi ces startups SaaS lancent une stratégie de ghostwriting? Donc là, je prends des preuves par l'exemple. Là, c'est plutôt le côté checklist, le côté très actionnable. Ensuite, question qui se pose peut-être, à laquelle je vais apporter une réponse. À quel stade de développement lancer une stratégie de ghostwriting LinkedIn? Super pertinent. Autre question, l'apport de LinkedIn dans un mix marketing. Ce qu'on appelle un mix marketing, c'est tiens, aujourd'hui mon marketing, j'ai déjà 2-3 canaux qui sont en place, je fais de la pub, je suis présent, j'ai un blog peut-être. Et donc là, je vais expliquer ce que va apporter LinkedIn, le format LinkedIn dans une stratégie globale. 5 questions pour déterminer si c'est pertinent de lancer une stratégie sur LinkedIn. 3 exemples de startups qui ont lancé une stratégie LinkedIn dès le premier jour. Donc là, la dimension dès le premier jour, je le rends très spécifique mon post. Ouais. Vous voyez, c'est des posts qui sont assez spécifiques. Je pourrais encore aller plus loin, mais bon, ça vous montre déjà. Décortiquage des tendances marketing 2026. L'importance d'humaniser sa marque, donc LinkedIn. J'ai discuté avec le CEO d'une startup SaaS pour comprendre pourquoi il a décidé de se lancer sur LinkedIn. Voici sa réponse. Vous voyez, tout l'art de la création de contenu, c'est d'aller identifier les quelques thèmes sur lesquels vous devez prendre la parole, en lien avec les enjeux de votre prospect, et de répéter les mêmes sujets, mais de manière un peu différente, pour constamment varier les angles d'attaque. Variante de ce post, j'ai discuté avec le CEO d'une startup SaaS pour comprendre ce que lui apportent ses prises de parole sur LinkedIn. Je retiens 4 points. Dernière idée, voici pourquoi telle entreprise, donc là vous allez citer un prospect qui est un SaaS en croissance. Voici pourquoi telle startup devrait ajouter une stratégie de prise de parole sur LinkedIn. Donc vous voyez là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 idées. Et donc là, l'idée, c'est de faire ce travail-là pour chaque problématique et pour chaque catégorie. Donc là, si j'ai 10 idées ici, 10 idées ici, ici, on voit très vite que votre calendrier de contenu pour l'année, il est fait, même sur les 5 ans à venir. Et donc là, il n'y a pas de question de Valentin sur quoi j'écris. Une toute petite précision ici, vous voyez que dans les idées de posts que j'identifie, je suis beaucoup dans le pourquoi. C'est-à-dire que je veux convaincre le prospect que LinkedIn, je veux lui convaincre des bénéfices de LinkedIn. Donc voici pourquoi c'est une bonne idée d'aller sur LinkedIn. Parce qu'en fait, il est là-dedans. Quand je réfléchis au bon canal, je dois être convaincu des bénéfices du canal en question qui m'intéresse. Donc, le but de ces posts, vous voyez, c'est en étant concret, en montrant des exemples, en répondant aux questions du prospect, je veux montrer les bénéfices du format ghostwriting LinkedIn pour que mon prospect considère ce canal. Par exemple, si je prends la dimension de production-exécution, là, je vais plus être dans le « voici pourquoi c'est bien d'aller sur LinkedIn ». Je vais être dans des conseils beaucoup plus concrets, actionnables, tactiques sur comment est-ce que je fais concrètement. Ok ? Petit aparté, mais pour bien vous expliquer la logique là-dessus. Et donc là maintenant, en voyant cet exemple-là, je sais exactement ce que vous dites. Vous vous dites « Oh, mais Valentin, comment je fais ça ? Je ne me sens pas du tout légitime, je n'ai pas du tout cette compréhension marketing, je n'ai pas du tout cette compréhension de ma cible. Ça a l'air génial, c'est pertinent, mais je suis absolument pas capable de faire ça. » C'est 100% normal. Et évidemment que ce n'est pas simple. Évidemment que c'est challengeant. Mais ce que vous faites quand vous, par exemple, quand vous vendez une offre de ghostwriting où vous la vendez 1 000 € par mois, par exemple, c'est qu'on parle d'une entreprise qui va, sur l'année, par exemple, va vous donner 12 000 €. C'est pas rien. Donc évidemment que pour convaincre un prospect de vous confier une telle mission, il faut montrer la valeur que vous apportez en face. Il faut montrer que vous comprenez bien ces enjeux et que vous êtes compétent. C'est le but de ces contenus-là. Alors comment on fait concrètement ? Déjà, sachez que ce que je viens de vous montrer, c'est un peu la version ultime du truc. Aucun freelance, personne ne déploie une telle stratégie aussi poussée dès le départ.
Au début, c'est très chaotique, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on fait plutôt des posts, on va parler de soi, un peu maladroit, mais c'est pas grave parce que c'est par là qu'il faut passer. Le chemin passe par je ne sais pas du tout comment faire, ensuite je progresse petit à petit et je me rapproche de je comprends comment faire. On avance étape par étape, je vous rassure, cela n'a rien d'insurmontable. Ensuite, point numéro 2, il faut se former. Évidemment, il faut se former. Tout ça, c'est inné pour personne. Donc, instant mini pub, mais dans l'accélérateur freelance que moi je propose, j'insiste sur toute la dimension marketing et compréhension fondamentale des enjeux d'une boîte parce qu'elle est clé, ne serait-ce que pour créer du bon contenu. Et au-delà de ça, le point le plus important, et je reviens sur le point numéro 1 de cette vidéo, c'est la connaissance de votre cible. Vous devez être au contact de votre cible. Il n'y a rien de plus puissant pour ça que d'aller parler régulièrement à des prospects qualifiés pour prendre la mesure de leurs enjeux, de leur situation avec leurs mots. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, vous êtes capable de faire des posts comme ça. Et ce que je vous recommande aussi, c'est d'aller écouter des podcasts. Il faut consommer des contenus qui parlent de marketing et qui abordent ces sujets. Attention ici, n'écoutez pas des contenus d'influenceurs LinkedIn qui vous racontent comment faire du personal branding. Ça ne sert à rien là-dedans. Écoutez des directeurs marketing qui parlent de leurs enjeux marketing et des stratégies qu'ils déploient. Il n'y a rien de plus puissant que ça et c'est ça qui est pertinent, qui est adapté à votre situation. 2 derniers points que je mentionne. Quand vous êtes en tant que ghostwriter, en tant que rédacteur, en tant que copywriter, vous êtes aussi marketeur. Vous n'êtes pas juste une plume déconnectée des enjeux marketing de l'entreprise. Pas du tout. Vous êtes marketeur et donc n'ayez pas peur de cette casquette. Au début, elle peut faire peur, mais je vous assure, c'est passionnant et c'est pas aussi dur que ça en a l'air quand on se lance. Et deuxième point, d'où l'importance du positionnement. Pareil, c'est un sujet sur lequel j'insiste beaucoup, mais il y a 2 choses. Plus vous travaillez avec un type d'entreprise ou dans un domaine, et plus vous allez en maîtriser les enjeux. C'est logique. À l'inverse, si à chaque mission, vous changez de type d'entreprise, de domaine, c'est trop dur de tout connaître. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et le point numéro 2 ici, c'est si vous sentez que sur le marketing, vous êtes un peu balbutiant, c'est normal encore une fois, mais rassurez-vous en vous appuyant sur votre connaissance du domaine et de l'écosystème en question. Voilà, donc conclusion de cette vidéo, l'équation de la valeur, c'est utilité, jobs to be done, spécificité et régularité. Et si vous faites ça, vous avez un contenu de valeur. Voilà, j'ai enfin essayé de définir ce terme. Dites-moi si c'est clair, dites-moi si vous avez des questions. Je suis disponible en commentaire. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est si vous arrivez à faire tout ça et à insuffler votre personnalité, votre touche unique dans votre contenu, c'est bingo.